Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 astuces pour faire baisser le prix d'un bien immobilier. J'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que récemment, j'ai réalisé 51 000 € d'économie sur une opération immobilière, sur une acquisition immobilière que j'ai réalisée. Et je me suis dit que ça pourrait être très intéressant de partager avec vous 5 méthodes, 5 techniques qui assez régulièrement me permettent d'économiser des dizaines de milliers d'euros sur les transactions immobilières que je réalise. Donc, écoutez bien puisque cette vidéo peut vous faire gagner énormément d'argent. Et d'ailleurs, ça ne dépend pas forcément de la personne qui va utiliser ces techniques, puisque j'ai récemment un élève de nos formations de la MDB Academy qui m'a raconté qu'il a réussi à faire baisser de 30% le prix d'un immeuble qu'il a acheté pour le revendre à la découpe. Donc vous voyez, ces méthodes, en fait, qu'elles soient appliquées par des personnes qui sont expérimentées ou novices, et quelle que soit la région en France, je vous garantis qu'elles fonctionnent. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Ici, c'est la MDB Academy. Nous sommes spécialisés dans les activités de marchand de biens immobiliers, donc on parle beaucoup de marchand de biens, mais aussi d'immobilier et d'entrepreneuriat en général. Donc si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Déjà, je vais vous parler un petit peu du contexte, de manière générale, de la négociation en immobilier. Eh bien, comme vous le savez certainement, la négociation, quand on fait de l'immobilier, ou peut-être que vous ne le savez pas si vous n'avez pas encore réalisé d'acquisition, mais la négociation, elle est partout. Vous allez négocier avec énormément d'interlocuteurs, en réalité avec tous les interlocuteurs. Parce que quand on y réfléchit, au quotidien, on négocie à peu près avec tout le monde. Avec sa compagne pour qui va aller faire tel ou tel truc, avec ses enfants pour qu'ils s'habillent plus rapidement, qu'ils soient prêts, etc. Avec ses amis pour aller à tel endroit plutôt qu'à un autre, et à telle heure plutôt qu'à une autre. Bref, dans la vie de manière générale, on est toujours en train de négocier. Et c'est particulièrement vrai dans les transactions immobilières. Alors, dans les transactions immobilières, on a toujours tendance à penser au prix. Effectivement, et dans cette vidéo, on va beaucoup parler du prix. Et donc, le prix, en général, ça se négocie avec le vendeur, ou alors ça se négocie avec un acquéreur quand vous, marchand de biens, vous êtes en position de vendeur. Mais le prix est bien loin d'être la seule chose qui se négocie dans une transaction immobilière, puisqu'il y a les conditions, il y a les délais. Vous allez aussi négocier avec divers interlocuteurs, comme les artisans ou autres, sur leur date d'intervention ou les prestations qu'ils vont vous fournir. Bref, on peut constater quand on fait de l'immobilier que la négociation est absolument partout. Et la bonne affaire, quand on veut faire une bonne affaire en immobilier, j'espère que c'est votre objectif, parce que c'est ce à quoi j'encourage toutes les personnes qui suivent notre contenu, qu'il soit gratuit ou qu'il soit payant, il faut absolument faire des bonnes affaires quand on fait une transaction immobilière. Et bien la bonne affaire, elle se fait toujours à l'achat. Quand on a acheté, on a beau essayer d'embellir, de faire du home staging, de faire je sais pas quoi, ça peut aider un petit peu à la commercialisation, mais c'est pas ça qui va faire la rentabilité d'une opération. Il faut bien que vous vous rendiez compte, encore une fois, que la bonne affaire, elle se fait à l'achat. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir déterminer si la rentabilité de l'opération d'achat-revente est au rendez-vous, ou alors si vous voulez faire un investissement locatif, est-ce que cet investissement vous apporte la rentabilité escomptée? Et ça se calcule vraiment au moment de l'acquisition. Et une fois que vous avez acheté, si vous vous rendez compte que c'est pas une bonne affaire, vous pourrez monter, descendre, et un mulet, vous le transformerez pas en cheval de course. Pourquoi j'ai choisi de vous faire cette vidéo à ce moment-là, même de l'année et même de manière générale du marché. Alors là, le moment où je vous tourne cette vidéo, on est au premier trimestre 2024 et le marché immobilier connaît une certaine tendance depuis un certain temps, donc c'est beaucoup ralenti et à mon avis, on est dans une période un petit peu charnière. Alors si vous regardez cette vidéo en 2025 ou 2026, je pense que le contenu, enfin c'est pas je pense, je sais que le contenu sera tout à fait valable. Mais c'est le contexte actuel qui m'a incité à vous faire cette vidéo parce que je suis assez convaincu que 2024 va être une année d'opportunités. Et je vais sortir aussi d'autres vidéos sur ce sujet-là, sur le sujet des opportunités qui vont ressortir en 2024, parce que c'est ma conviction. Et donc, c'est l'année où il faut vraiment se tenir prêt. C'est l'année où il faut être à l'affût des bonnes affaires. Et c'est l'année durant laquelle vous allez pouvoir justement mettre à profit les techniques, les petites astuces que je vais vous donner dans cette vidéo. La première technique, la première astuce dont je veux vous parler pour réussir à négocier efficacement est de connaître son marché. Ça peut être un petit peu bête, mais je vais vous donner un exemple. Si vous baladez dans un endroit, je sais pas, vous êtes à l'étranger, et vous vous baladez au marché, et vous voulez acheter, je sais pas, il y a un bel objet que vous voulez acheter. Et là, comme dans certains pays, vous pouvez commencer à marchander un petit peu sur le prix de l'objet. Et là, le mec vous dit, je sais pas, c'est 30 dirhams, par exemple, si on est au Maroc. Bon, probablement que vous faites arnaquer parce que vous êtes un touriste. Un touriste qui se fait pas arnaquer, c'est pas vraiment un touriste, mais 30 dirhams, vous savez pas. Ça se trouve, le truc, il peut en valoir 10, il peut en valoir 2, il peut en valoir 20. Vous avez aucune idée, en fait, de la valeur de l'objet. Et donc, c'est un petit peu compliqué de vous dire, en fait, est-ce que je suis en train de faire une affaire correcte ou est-ce que je suis en train de me faire plumer? Quand vous êtes touriste, vous vous faites probablement plumer. Et c'est pas très grave sur un objet à 30 dirhams. Par contre, sur un objet à 300 000 € comme un appartement ou une maison, là, c'est déjà un petit peu plus grave et c'est important de savoir si vous êtes en train de vous faire enfler ou pas. Et donc, la toute première compétence, c'est même pas une compétence, c'est une condition sine qua non, en fait, pour moi, pour faire de l'immobilier, que vous fassiez de l'investissement locatif. Après, la courte durée du truc, je m'en tape.
que vous cherchiez une résidence principale, que vous vouliez trouver un bien pour faire un achat-revente, la toute première chose que vous devez faire, et vraiment j'insiste là-dessus, c'est de connaître votre marché. C'est la chose la plus importante sans laquelle vous naviguez à vue. En fait, vous savez pas. Vous êtes en train de visiter un appart, vous êtes en train de visiter un immeuble ou une maison, on vous propose tel prix, vous savez pas si c'est une bonne affaire ou pas. Assez régulièrement, on m'envoie des dossiers. Ils me disent, tiens, par exemple, j'ai vu cette maison, je sais pas, c'est je sais pas où, dans la Nièvre, ou un endroit que je connais pas du tout, quoi. Il me dit, voilà, il y a cette maison, nanana, est-ce que tu penses que c'est une bonne affaire? Et mec, j'en sais rien. Comment veux-tu que je sache, en fait, si c'est une bonne affaire ou pas, moi? À la rigueur, je connais une demi-heure autour de chez moi, 3/4 d'heure, et encore, 3/4 d'heure, je commence à m'emmener dans certains bleds, je serais vraiment plus très sûr de moi-même. Et donc, la toute première chose, si vous voulez entrer dans une négociation avec quelqu'un et que vous voulez pouvoir négocier efficacement, c'est de connaître le marché et de savoir combien vaut le bien qu'il est en train de vous proposer. Sinon, eh ben, vous ferez potentiellement une très mauvaise affaire. Donc dans votre secteur, vous devez savoir à combien se vendent les choses, pas à combien elles se négocient, à combien elles se vendent. Il faut faire bien attention à plusieurs choses. Il y a plusieurs choses, vraiment plusieurs pièges là sur la partie connaissance du marché, je n'arrête pas de le rabâcher dans nos formations. 1. Faites très attention au prix du mètre carré qui souvent ne veut rien dire. Si vous allez sur un site comme Meilleurs Agents, vous allez voir la fourchette de prix, elle va du simple au double. Le prix au mètre carré, souvent, il veut pas dire grand chose. Et quand vous regardez les annonces sur les sites principaux d'annonces immobilières, c'est surtout les prix affichés. Ça ne vous renseigne pas sur les prix de vente. Alors oui, il y a les bases DVF et les choses comme ça, mais la base DVF, elle vous renseigne sur des transactions, vous ne connaissez pas l'état du bien, donc c'est un peu un problème, c'est assez partiel comme information. Et surtout aujourd'hui, comme le marché a beaucoup bougé, si on vous renseigne sur des prix de 2022, voire même 2023, honnêtement, ça vous renseigne pas vraiment sur les prix auxquels les biens peuvent se négocier en 2024. Donc c'est très subtil, et il faut vraiment que vous appreniez à quel prix se vend un studio, un T1, un T2, un T3, un terrain, un immeuble, une maison, bref, toutes les typologies de biens auxquels vous allez potentiellement être confronté dans votre activité immobilière. La deuxième astuce, c'est d'utiliser les problématiques qu'il y a autour du bien et les problématiques qu'il y a autour du marché. Alors là, je parle pas de la technique vraiment de Jackie qui consiste à rentrer dans le bien et dire que c'est pourrave pour pouvoir flinguer le prix. Ça c'est nul, n'importe quel débile peut le faire. C'est pas efficace, la seule chose que vous allez faire, c'est potentiellement braquer la personne que vous avez en face de vous. Si vous braquez la personne que vous avez en face de vous, vous pouvez avoir les meilleurs arguments du monde, elle va se refermer et ça n'ira pas. Il faut essayer le plus possible d'être dans quelque chose d'objectif. Si vous arrivez dans une maison que vous dites ça pue, elle est pourrie, ta bicoque, c'est un argument qui est complètement subjectif, et donc ça n'engage que vous. Il faut parler de problématiques qui soient objectives, que la personne puisse, sinon être d'accord avec vous, elle pourra pas nier qu'il y a une problématique autour de ça. La première chose, c'est regarder un petit peu s'il y a des vétustés. Vétustés, je pense notamment au sujet du système électrique. Ensuite, un autre sujet qui est très 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 important aujourd'hui, auquel les particuliers font attention quand ils achètent un bien, c'est le sujet du DPE. Donc aujourd'hui, quand il y a un bien qui est en DPE F ou G, et bien là, c'est un argument de poids pour pouvoir aller à la négociation, puisque vous allez pouvoir expliquer, par exemple, monsieur le vendeur, je vais devoir investir énormément d'argent pour faire la rénovation de ce bien, si je peux pas faire une isolation par l'extérieur, je vais devoir doubler à l'intérieur, et un doublage à l'intérieur pour faire une isolation, pour pouvoir monter un petit peu en DPE, et bien ça vous fait perdre entre 5 et 10% de la surface, et ça, on peut rien y faire. Et donc ça, les vendeurs particuliers, souvent, n'en ont pas conscience. Et donc c'est des choses qu'il faut pas hésiter à leur expliquer. Il peut y avoir d'autres problématiques qui sont pas des problématiques d'ordre technique, parce que là, ce dont je vous ai parlé, c'est d'ordre technique, hein, les LEC, le DPE, les trucs comme ça, c'est des sujets un petit peu de travaux. Mais il peut y avoir d'autres problématiques. Il peut y avoir des sujets d'urbanisme qui sont, qui sont à régulariser, il peut y avoir des problématiques dans la copropriété, il peut y avoir des sujets de servitude avec les voisins, il peut y avoir des embrouilles, des trucs, il peut y avoir énormément de problématiques sur un bien, et en général, il y en a plus d'une. Faites-moi confiance. Et en fait, vous, il faut que vous vous positionnez en tant que personne qui va résoudre les problèmes. Donc vous venez, vous êtes détaché émotionnellement de ce qui est en train de se passer, et vous regardez le truc, vous dites, bah voilà, ok, moi je constate que c'est un DPEG, que c'est le bordel dans la copro, qu'il faut refaire toutes les lecs et qu'il y a de l'amiante sur la toiture qu'il va falloir retraiter. Donc ça va me coûter tant, ça va me coûter tant, ça va me coûter tant, et puis il y a mon travail qui doit aussi être valorisé. Donc moi, ce que je vous propose, c'est roulement de tambour, bam, moins 30%. Bon, j'exagère, je schématise, mais en fait, il faut vraiment s'appuyer sur toutes les problématiques qu'il y a dans le bien et que vous allez résoudre par votre travail, par votre investissement et par votre aussi vos connaissances professionnelles pour dire, attendez, monsieur le vendeur, moi, il faut que je sois rémunéré pour le travail que je vais produire. Et ça ne vous garantit pas que le vendeur vous dira, oui, monsieur le marchand de biens, tenez, je vous offre mon bien à moins 50%. Évidemment, ça marche pas comme ça. Par contre, ce que ça vous garantit, c'est que vous ne ferez jamais jeter. Et ça, c'est une peur qui est très commune chez beaucoup de personnes qui se lancent en immobilier, c'est d'avoir peur de faire des offres un petit peu basses. Or, si vous listez 3, 4, 5 problématiques qui existent autour du bien, des problématiques techniques, juridiques, etc., les personnes vont se dire, bon, effectivement, moi, je suis pas prêt à baisser mon prix à ce point-là. Par contre, effectivement, je comprends que là, le marchand de biens, il puisse pas m'en proposer plus. Merci et au revoir. Mais en tout cas, ça, c'est une super bonne méthode pour pouvoir amorcer une négociation sur le prix d'un bien immobilier.
La troisième technique, la troisième astuce, c'est de tenir sa position, c'est de savoir être ferme. Lorsque vous allez visiter un bien immobilier, vous regardez ce qu'il est possible de faire, vous faites vos plans, vos trucs, et ensuite vous allez faire vos calculs. Vous allez faire vos calculs, et puis là, en général, dans une écrasante majorité de cas, vous allez vous rendre compte qu'en fait, l'opération n'est pas rentable en achetant à ce prix-là. Donc vous allez vous dire, ok, il faut que j'achète moins cher que ce que le vendeur en demande actuellement. Et donc vous allez ensuite balancer une offre en fonction de ce qui est important pour vous en termes de prix et de conditions. Et là, vous allez attendre le retour du vendeur. Alors dans le meilleur des cas, le vendeur vous dira oui à tout, ce qui est plutôt rare. Mais dans certains cas, vous allez entrer dans une négociation, on va essayer de vous faire des contre-offres et des choses comme ça. Et là, c'est important, l'astuce dont je vais vous parler, c'est de tenir fermement ses positions. C'est la troisième astuce. Pourquoi ? Parce que dans le contexte actuel où les biens, ils se vendent pas aussi facilement que ça, c'est important de tenir fermement ses positions. Et même dans tout contexte immobilier. Puisque si vous avez déterminé que vous devez acheter le bien à 250 000, pas à 300 000, que l'opération soit rentable et que vous puissiez gagner un petit peu votre vie, vous l'achetez pas à plus de 250 000. Et c'est tout. Alors bon, bien sûr, si vous arrivez à 253 000, oui, vous l'achetez. Et si vous arrivez à 265, 270, c'est non. Puisque là, en fait, c'est votre marge qui va directement être impactée. Et donc, c'est important de tenir assez fermement ses positions, notamment dans le marché actuel dans lequel, globalement, les acheteurs ne se bousculent pas au portillon. Et si vous regardez cette vidéo en 2025 et que le marché a redémarré et que ça part dans tous les sens, il faut quand même savoir que les biens sur lesquels on se positionne en général en tant que professionnel de l'immobilier, c'est des biens qui vont pas forcément intéresser les particuliers. Ok, des grands ensembles, des trucs, des immeubles, tout ça. Ça va intéresser ou des marchands ou des investisseurs. Et parfois, ça va n'intéresser que des marchands. Et les autres marchands qui viennent visiter, ils font les mêmes calculs que vous. Ils se disent, ma renta, mes trucs, et ils arrivent en général à la même conclusion. À se dire, tiens, il faut que j'achète à tel prix pour que ce soit rentable. Et s'ils font pas ces calculs et qu'ils trouvent un prix plus élevé que le vôtre, c'est qu'ils connaissent pas les bonnes méthodes et qu'ils se plantent, laissez-les se planter. Mais en général, vous allez vous rendre compte, quand vous êtes en concurrence avec d'autres marchands de biens sur un tellement immobilier, que, en réalité, la fourchette de prix se tient dans pas grand-chose, puisque tout le monde, au final, fait les mêmes calculs. Et donc, c'est important, même si vous êtes sur un marché qui s'est redynamisé, de tenir vos positions, parce que si vous êtes sur un ensemble immobilier qui n'intéresse que des professionnels, les offres tourneront autour plus ou moins de la vôtre, et donc c'est important de savoir tenir fermement ses positions. Et en fait, si c'est pas ce bien-là, ce sera un autre, c'est pas grave, des biens immobiliers, il y en a des tonnes. Ensuite, la quatrième astuce, c'est de savoir timer le moment de son offre par rapport au moment de la commercialisation. Parce que faire moins 30 ou moins 50% sur un prix de bien immobilier, il n'y a pas de problème. Moi, j'avoue que je le fais assez régulièrement, de proposer une offre qui soit vraiment à la casse. Et je le fais pas par plaisir ou par loisir d'aller sabrer des prix. Je m'en fiche, si c'est intéressant au prix proposé, je peux aussi faire une offre au prix, ça m'est arrivé un certain nombre de fois. Et donc, si le bien vient de sortir à la vente, c'est pas la même chose que si le bien est en vente depuis 6 mois. Si ça fait 6 mois que le propriétaire essaie de vendre, il a compris qu'il y a un problème, normalement. S'il est accompagné par un agent immobilier, probablement que l'agent immobilier lui a déjà dit « il va falloir faire une baisse de prix, monsieur Michou, ça c'est important ». Et donc là, quand vous lui balancez une offre à moins 30, moins 40, moins 50%, ça va lui faire une petite douche froide, mais tout de même, il sera pas complètement surpris. Et en tout cas, il sera peut-être dans des dispositions où il se dit « bon ça fait 6 mois, 9 mois, 12 mois que j'essaye de vendre, je suis au bout de ma life, maintenant il faut que ça parte ». Donc là, c'est des bonnes conditions. En revanche, si la commercialisation vient juste de démarrer, ça fait 3 jours que l'agent immobilier essaie de commercialiser, vous aurez beau discuter avec lui et qu'il vous dise « oui, effectivement, j'ai déjà dit au propriétaire que c'était un petit peu cher, mais pour l'instant, il veut pas l'entendre », ma foi, vous pouvez toujours balancer votre offre, mais ce sera pas utile, ce sera un peu un coup d'épée dans l'eau, et même pire, ça peut être contre-productif puisque vous pouvez éventuellement servir de lièvre. C'est-à-dire que vous allez vous dire « ah, moi je balance 250, cette offre elle est refusée », et quelques temps après, il y a une offre à 260 qui est acceptée parce que vous, en fait, vous aurez servi un petit peu de repère, le repère le plus bas, et si quelqu'un arrive, propose quelque chose un petit peu au-dessus, vous vous faites souffler le bien. Donc c'est important de bien réfléchir au timing de la commercialisation. Alors pour la petite anecdote, ça marche pas toujours puisque récemment moi j'ai visité un bien, ça fait 7 ans je crois qu'il essaie de le vendre, il est rentré en négociation, ça a pas marché, nanana, je suis venu le voir le bien pour faire des locaux justement pour la MDB Academy, et là j'ai fait une offre qui était plus basse que le prix qui était proposé, qui était pas scandaleusement plus basse, c'était 30% de moins je crois, mais c'était un prix qui était vraiment correct, les conditions étaient bonnes et tout, j'ai pas mis de conditions de financement, donc c'était une offre pas dégueu quoi. Et ils l'ont refusé, c'est des gens qui en plus sont super âgés. Et pourquoi ils refusent? Parce qu'ils veulent pas payer d'impôts sur la plus-value, je sais pas quoi. Je dis putain, mais les gars, il vous reste quelques années à vivre. Vraiment, je comprends pas comment les gens... Ça se trouve, vous allez clamser dans 2 ans, dans 3 ans.
allez, même si vous clamsez dans 10 ans et je vous souhaite la plus longue vie possible, putain, prenez l'oseille et allez le cramer, je sais pas, allez vous mettre sur la plage, là, je sais pas où, boire des cocktails. Bref, je m'emballe et je digresse. Tout ça pour dire que le timing de la commercialisation est extrêmement important. On va bientôt arriver à la 5e astuce, mais patience, parce que pendant que je préparais un petit peu le script de ces vidéos, parce que je shoot pas comme ça, j'ai toujours un petit script de mes vidéos, un petit plan pour que ce soit un peu construit et qu'il y ait du sens, je me suis dit, ah putain, il y a un autre truc qu'il faut que je leur dise. Donc il va y avoir une astuce bonus, donc restez jusqu'au bout de la vidéo. La 5e astuce, celle-ci, elle est incroyablement importante. Et franchement, si on a une que vous devez retenir de cette vidéo, c'est, roulement de tambour, vous devez identifier les motivations profondes du vendeur. Ça, j'aime bien, quand on est en formation, j'aime bien parler de identifier ce qui empêche le vendeur de dormir la nuit. On a tous une motivation prioritaire, un truc qui nous empêche de dormir la nuit. La sécurité, l'argent, le truc, les conditions, il y a tous un truc qui nous perturbe, et si quelqu'un arrive à résoudre cette problématique en ce qui nous concerne, limite on est prêt à lui faire un chèque en blanc. Et on a tous quelque chose comme ça. Et en fait, quand vous allez être dans une situation de transaction immobilière, vous allez devoir identifier les réelles motivations du vendeur. Parce que souvent, elles ne seront pas dévoilées. Il n'y a pas de raison qu'ils vous disent tout, machin, il vous connaît pas, vous venez d'arriver, vous êtes un inconnu, vous êtes un marchand de biens, un investisseur. Le mec va rien vous dire, ou alors s'il vous dit, peut-être qu'il va vous mentir, vous dire à moitié la vérité. Pourquoi ? Pas parce qu'il est menteur ou malhonnête, c'est juste parce qu'en fait, il n'a pas de raison de vous dire la vérité. Ça, il faut bien le comprendre. Et donc, les vendeurs ne vont pas nécessairement vous dévoiler comme ça, hop, oui, tiens, voilà, ils vont pas forcément vous donner les réelles raisons de la mise en vente de leur bien immobilier. Et donc, vous devez aller faire un petit travail d'investigation. Vous devez gratter, vous devez questionner, vous devez essayer d'en apprendre le plus possible pour le vendeur. Parce que souvent, vous vous rendrez compte, c'est que le prix n'est pas toujours la motivation prioritaire des vendeurs. Le montant n'est pas toujours la motivation prioritaire des vendeurs, loin s'en faut. Il y a énormément de vendeurs qui vont privilégier, par exemple, la sécurité de la transaction. C'est-à-dire, ils veulent être sûrs que ça aille au bout. Quand, par exemple, des personnes qui se sont engagées avec un promoteur, puis avec un marchand de biens qui faisait un petit peu n'importe quoi, ça fait 2 ans qu'ils essaient de vendre, ils sont au bout de leur life. Et là, si vous posez des conditions qui vont énormément les sécuriser, si vous dites voilà, il n'y a pas de conditions de financement, ça va au bout, machin truc, oui, le prix il est un peu moins élevé, mais ça va au bout, il n'est pas impossible que les gens acceptent. Même ça arrive assez souvent. Autre situation, c'est quand les gens sont pressés, qui veulent que ça aille vite, ils ont une mutation, ils ont un truc, il y a une succession, c'est le bordel, les gens se entre-déchirent pour 10 balles, ben là en fait vous arrivez, vous êtes le sauveur. Et vous allez les libérer du boulet qui est ce bien immobilier dont ils se retrouvent en fait propriétaires sans en vouloir. Et donc, c'est important à ce stade-là de savoir identifier exactement quelle est la situation du vendeur pour pouvoir appuyer là où il faut sur votre argumentaire. Parce que si vous venez et que vous appuyez sur là, alors que ça fait mal là, vous allez complètement passer à côté. Et je le vois très souvent sur des personnes qui font des négos, elles vont essayer de mettre le paquet vraiment sur un argumentaire autour de, je sais pas, du prix ou d'un truc comme ça, alors qu'en fait, le vendeur, c'était pas ça qui l'intéressait prioritairement. Et pour y arriver justement à récupérer ces informations, c'est là où la 6e astuce va avoir toute son importance. Si vous voulez apprendre à faire des opérations de marchand de biens qui soient rentables, si vous voulez apprendre les techniques des marchands de biens professionnels, je vous invite à suivre un de nos programmes de formation. On a refait tous nos programmes de formation. Donc là, nos formations sont des formations toutes neuves. Ce sont vraiment des formations extrêmement complètes dans lesquelles on fait intervenir notaires, géomètres, vous donner tout cet éventail des marchands de biens, etc. Enfin bref, énormément de professionnels de l'immobilier pour vous donner tout cet éventail de connaissances dont vous avez besoin pour pouvoir progresser, pour pouvoir démarrer ou développer votre activité. On vous mettra le lien juste en dessous de la vidéo. L'astuce bonus, donc la 6e, je compte mes doigts, la 6e astuce que je veux vous donner, qui est liée en fait à la 5e, si vous voulez pouvoir réaliser la 5e comme il faut, c'est-à-dire identifier les motivations du vendeur, c'est tout simplement, roulement de tambour, très technique, attention, être humain. Tout simplement, avoir de l'empathie, avoir du savoir-être. Du savoir-être, c'est la chose la plus importante quand on va faire une négociation immobilière. Parce que en fait, il faut se rendre compte que les biens immobiliers sont très chargés émotionnellement. Dites-vous que pour nous autres, les professionnels de l'immobilier, bon, on achète, on revend des biens immobiliers, on peut aussi bien acheter et revendre des bagnoles. C'est pas super important, même si l'immobilier nous intéresse et qu'on aime tout le côté rénovation et tout, bien sûr ça nous intéresse, mais on n'a pas d'attachement émotionnel particulier au bien. En revanche, des vendeurs, des particuliers, ils font peut-être 1 ou 2 transactions immobilières dans leur vie. Rendez-vous compte. C'est un moment où ils se retrouvent avec un truc entre les mains qui vaut 300 000, 400 000, 500 000, 1 million d'euros. C'est le truc le plus cher qu'ils ont jamais eu entre leurs mains et c'est une situation qui est très anxiogène. C'est le bordel. Et en plus,
ça arrive souvent, pour beaucoup de gens, à des moments de leur vie qui sont des carrefours, des croisements de leur vie qui sont pas drôles. Ça peut être des mutations, ça peut être des licenciements, ça peut être des divorces, ça peut être des décès. Alors parfois il y a des naissances, des choses comme ça, hein, c'est chouette, mais en tout cas, c'est très chargé émotionnellement. De plus, les gens ne sont pas comme nous, à acheter et revendre les biens toutes les 2 secondes. Hein. Les gens, en général, normaux, ils s'installent dans une maison, puis ils y restent un petit moment. Donc ça peut être la maison dans laquelle ils ont grandi, la maison dans laquelle ils se sont mariés, la maison dans laquelle ils ont vu voir grandir leurs enfants. Et en fait, donc, il y a un attachement émotionnel qui est particulier autour des biens. Donc si vous arrivez comme un gros bourrin, et vous dites, bon, là, voilà, on va tout exploser, ça va pas le faire. Par conséquent, il faut que vous adoptiez cette posture d'empathie. De se dire, bon, ok, là, il y a une situation humaine, une situation émotionnelle qui est très particulière, dans laquelle moi, je viens m'insérer. Donc effectivement, on parle d'un bien immobilier, la transaction, elle porte là-dessus, mais en fait, il faut appréhender tous les aspects humains qui tournent autour de ça. La base de la base, c'est d'être humain, d'avoir un peu d'empathie, de comprendre la situation, d'avoir de la patience, de savoir discuter avec votre interlocuteur, de savoir être à l'écoute et de comprendre la situation dans laquelle il se trouve pour pouvoir après argumenter dans les meilleures conditions possibles. Et j'aimerais avoir votre avis, en tout cas votre retour d'expérience. Quelle a été votre plus belle négociation et qu'est-ce qui vous a aidé justement à négocier aussi bien? N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Pour récapituler, la première astuce pour pouvoir négocier efficacement, c'est de connaître son marché. C'est vraiment la base. Investisseur, marchand de biens, qui que vous soyez, promoteur, il faut connaître son marché. Deuxième astuce, s'appuyer sur les problématiques du bien. Non seulement les problématiques techniques, mais aussi les problématiques juridiques. N'hésitez pas à poser un max de questions, justement, pour essayer de soulever un peu le tapis et voir si on n'a pas balancé des vieilles miettes dessous. Troisième astuce, savoir être ferme. C'est-à-dire, vous posez vos conditions, vous posez vos conditions de prix et de la transaction de manière générale, et restez ferme sur le prix et les conditions que vous avez proposées. Et si c'est pas ce bien-là, ça sera un autre. La quatrième astuce, c'est de bien faire attention au timing de l'offre. Plus vous êtes tôt dans la commercialisation, plus c'est difficile. Et inversement, plus ça fait un moment que le vendeur essaye de vendre, et en général, plus il est disposé à faire un effort. La cinquième astuce, c'est d'identifier les motivations profondes du vendeur, ou ce que j'ai appelé dans cette vidéo, ce qui l'empêche de dormir la nuit. Si vous arrivez à identifier ça, vous serez dans de très bonnes dispositions pour négocier. Et la sixième astuce, qui n'est pas du tout technique, mais qui est pourtant incroyablement importante et fondamentale, c'est d'être humain, d'être empathique et de comprendre la situation qui est en train de se dérouler en face de vous. Je vais vous donner un dernier petit conseil, mais avant qu'on se sépare, j'ai un service à vous demander. Si vous pouviez payer votre like, si cette vidéo vous a plu, vous abonnez à la chaîne, puisqu'en 2024, on vise les 30 000 abonnés, donc n'hésitez pas à mettre votre petite pierre à l'édifice pour faire monter la MDB Academy comme chaîne de référence dans l'activité de marchand de biens. Et la petite astuce, dernière petite astuce, c'est le sujet de la loi des grands nombres. La négociation en immobilier, on n'est pas sur de la pêche à la ligne. J'aime bien cette image, on n'est pas sur de la pêche à la ligne où on essaie d'attraper le poisson. On balance le filet dérivant, ok, on y va et on embarque tout ce qui se passe. Parfois, on va ramener des bouteilles en plastique, mais parfois, on va trouver un truc un petit peu chouette. Et il ne faut pas hésiter à faire beaucoup d'offres, et donc à faire beaucoup de visites, puisque c'est comme ça, en essayant de balancer 10, 20, 30 offres, que mathématiquement, à un moment donné, ça va finir par rentrer.